Bien, donc, on va commencer. Je vais vous faire un petit descriptif de la structure du webinaire pour que vous ayez une idée de où est-ce qu'on va. Alors, rapidement, on va discuter des objectifs du webinaire. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler des ODD d'un point de vue business? Mais c'est une question qui va rester un petit peu en suspens parce qu'on va plutôt la définir à l'intérieur de la discussion. Les ODD, donc ce qu'il faut savoir, un petit peu du contexte, d'où ça vient, comment est-ce qu'ils ont émergé et lesquels sont-ils finalement? Qu'est-ce qu'ils recouvrent? Les entreprises en première ligne, parce qu'on est là pour discuter aussi business un petit peu, quel est l'intérêt pour une stratégie, pour un chef d'entreprise d'avoir une démarche ODD, comment les intégrer finalement dans sa stratégie. Et après, on va passer vers une phase un peu plus de discussion. Donc avant ça, il y aura des recommandations, des outils, et puis un petit plan si vous avez envie de démarrer directement avec des actions, des bonnes pratiques pour vous lancer dans cette démarche. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les ODD? Je vous ai fait une frise qui est un petit peu fournie. On ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous aurai le slide de toute façon dans son intégralité. Vous pourrez vous-même un petit peu voir. L'idée, donc, pour définir un petit peu ce slide-là, c'est de comprendre que les conversations sur l'impact des activités économiques humaines, elles ont démarré assez tôt. Elles ont assez tôt, relativement tôt, je dirais. Dès les années 70, donc on a déjà des premières manifestations au niveau international. Et après, ça s'est décliné dans plusieurs événements différents. Ajouter à cela une conscientisation de la population avec une série de catastrophes dans les années 80, donc Bhopal, Tchernobyl, Exxon Valdez, pour ne citer que. Et ça, c'est vraiment en une seule décennie, il y a eu vraiment des catastrophes naturelles conséquentes dont on parle encore aujourd'hui au niveau des conséquences qu'elles ont eues. À la suite de ça, donc encore d'autres manifestations au niveau des Nations Unies qui se sont réunies à plusieurs reprises dans des conférences qu'on a appelées les sommets de la Terre. Et d'ailleurs, c'est au sommet de la Terre où il y a cette fameuse citation de Jacques Chirac qui dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Donc ça, c'était en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et en fait, les ODD sont issus d'une première initiative qui s'appelait les OMD, les Objectifs millénaires pour le développement. Donc, c'était à l'approche des années 2000. On a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour encadrer notre activité au niveau. Donc, c'est toujours les Nations Unies qui parlent pour encadrer notre activité et limiter un maximum notre impact, etc. Mais il y avait cette dimension, il y avait une focale en fait qui était mise uniquement sur les pays dits du Sud. Aujourd'hui, on parle plus de pays en voie de développement. Et les OMD, ils étaient au nombre de 8. Et ils les encadraient surtout la pauvreté, donc, qui était déclinée sous 8 objectifs différents. Et à partir de là, on s'est dit, en fait, il n'y a pas que les pays dits du Sud qui sont en difficulté et qui peuvent témoigner d'inégalités, etc. Donc, on va réfléchir à quelque chose de plus profond pour aller plus loin. Et c'est de là que sont nés les objectifs du développement durable. Donc, c'est aux alentours de 2015. Et ils sont venus avec l'agenda 2030 qui vient un petit peu définir en plus, donner une couche supplémentaire sur les ODD pour comment pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, les ODD, les voici. Est-ce que vous voyez tout mon écran? OK. Cool. Alors, les objectifs du développement durable, ils se présentent comme ça. Donc, il y en a 17 et ils couvrent des aspects différents. J'imagine que vous les avez déjà rencontrés dans votre parcours d'entrepreneur ou même avant ou ailleurs. Et il faut savoir que sous chaque objectif, vous avez en fait des cibles et sous chaque cible, des indicateurs. Donc, ce n'est pas juste une jolie infographie avec des jolies couleurs et des jolies icônes, c'est vraiment tout un cadre, c'est un plan de route en fait, pour permettre à ceux qui s'en saisissent de pouvoir orienter leurs actions dans le cadre d'un impact amélioré, d'un impact positif. Donc, pourquoi on a pensé à des objectifs? Parce que quand on parle d'objectifs, on parle de vision, on parle de concrétisation d'un plan. Voilà, l'idée d'avoir une matière à travailler plutôt que juste de penser à des... Ça aurait pu être un énième rapport, ça aurait pu être un rendez-vous tous les ans ou quoi. Non, là, ils ont pensé à des objectifs pour que tout le monde puisse s'en saisir et développer derrière un plan. L'intérêt des objectifs du développement durable, c'est surtout qu'ils permettent un langage commun pour tout type d'organisation à travers le monde. Et ça, c'est ultra important quand on essaie d'atteindre
des solutions qui nécessitent de la collaboration au niveau international. Donc, ils sont disponibles dans toutes les langues des Nations Unies. Donc, ça, c'est ultra utile. Et même au-delà de la langue, il y a ces icônes qui nous permettent de déchiffrer, de comprendre de quoi il parle. Donc, voilà. Et petite décharge, les ODD ne sont pas contraignants légalement. Donc, ce n'est pas un texte légal qui dit que voilà, quand on est une entreprise de tel nombre d'employés, on doit appliquer les ODD, etc. Ce ne sont pas pilotés par les Nations Unies. Donc, c'est les Nations Unies qui, à travers une série de négociations avec des milliers d'entreprises, des milliers d'organisations pendant un certain nombre d'années, ont abouti à ça. Mais ce sont juste la phrase d'après, c'est exactement ça. Donc, ça n'appartient à personne, mais en même temps, c'est la responsabilité de tous. Donc, quand on est une entreprise, c'est intéressant. Quand on est une municipalité, c'est intéressant. Oups, j'entends des bruits. Quand on est je sais pas, un citoyen, une association, les ODD peuvent être intéressants pour tout type d'organisation. C'est pour ça que j'utilise bien le mot organisation, non pas uniquement entreprise, parce que c'est vraiment ça. Et enfin, ils ne sont ni parfaits ni exhaustifs, pardon. Ils ont été pensés, donc à l'heure actuelle, ils couvrent quand même pas mal de domaines, mais rien n'est absolu. On peut toujours trouver des failles, on peut toujours se dire, en fait, il y a des dimensions qui n'existaient pas à l'époque, qui existent maintenant et qui ne sont pas couvertes, et il faut pouvoir trouver une solution, sachant qu'en 2030, donc les objectifs, ils ont comme échéance 2030. Donc à la suite de ça, j'imagine qu'il y aura une nouvelle conférence type sommet de la Terre qui viendra réfléchir les ODD, faire le bilan, etc. Voilà. Maintenant, parlons business. Donc ça, c'était vraiment une introduction un petit peu, je dirais, rapide du contexte des ODD et de ce qu'ils sont. Alors, les entreprises, elles ont différents intérêts à s'engager. Donc pareil, je ne vais pas détailler chaque point. Je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Mais je dirais qu'il y en a 2-3 dont j'aimerais parler. Donc, réduire ses risques. On va voir un peu plus tard avec une étude de cas sur Nike que quand on n'anticipe pas certains scandales, certaines crises, quand on a un comportement qui ne respecte pas les droits de l'homme, un comportement corrompu en tant qu'entreprise, ça peut avoir des retentissements considérables sur une marque. Réduire ses coûts, parce que quand on essaie d'optimiser en fait ses ressources, on a forcément des coupes qui vont avoir lieu dans ces coûts électricité, eau, papier ou autres. Et ce qui peut être super intéressant pour vous à l'heure actuelle, c'est, alors, j'ai pas fait cette petite mention au départ, mais je ne connais pas exactement votre niveau de développement à toutes. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient déjà des associés, des investisseurs, etc., ou d'autres qui sont juste à l'idée d'entreprise ou qui sont en train de tester leur projet. Mais attirer des investisseurs, c'est toujours intéressant. Et il y a un gros boom de ce qu'on appelle l'impact investment, donc l'investissement sur l'impact en Europe. Donc là, il y a en Europe et dans le monde, mais si on parle de l'Europe uniquement, en 2018, l'investissement d'impact en Europe représentait plus de 14 milliards de dollars. Donc, on ne va pas dire que c'est négligeable. Il y a un réel intérêt de la part des investisseurs d'attribuer leur argent dans des sources de revenus, dans des sources entrepreneuriales qui sont clean, je dirais. Donc l'intérêt, c'est aussi de subvenir à l'entreprise sur le plan économique en attirant des personnes qui peuvent vous aider et qui sont d'une certaine manière aussi en raccord avec vos valeurs. Donc d'une manière générale, les entreprises, elles ont beaucoup d'intérêt à adopter les objectifs du développement durable. Donc pour citer rapidement les autres, survivre tout simplement, parce que quand on est une entreprise aujourd'hui, c'est très difficile de passer à côté de tous ces questionnements de développement durable. Quand on est surtout une très grande entreprise, on s'attache à lutter plutôt énormément contre la corruption, contre tous les abus relatifs aux droits de l'homme, etc. Ça, c'est vraiment les deux dimensions qu'une grande entreprise peuvent prendre en compte majoritairement. Donc, l'anticorruption et la lutte pour les droits de l'homme, qui couvrent beaucoup de choses.
quand on est une plus petite entreprise, se faire connaître, se démarquer, affirmer un positionnement différent, c'est tout aussi intéressant sur le plan du business. Attirer et retenir les talents si vous recrutez et démontrer une résilience dans le sens où vous faites face au changement. Est-ce que pour l'instant il y a des questions ou pas encore? Comment ça va? Je vais pas trop vite. Ok. Hop, je continue. Donc, on va parler rapidement d'un cas, une marque que vous connaissez tous forcément. Vous ne consommez pas forcément toutes des produits Nike, mais c'est une histoire intéressante qui nous permet d'illustrer un petit peu l'importance en fait d'anticiper les crises potentielles qui peuvent arriver quand on est exposé en tant que marque et qu'on agit mal, tout simplement. Donc, déjà, je vous donne le contexte. Donc, Nike, qui a des usines qui étaient d'abord en Corée du Sud, pour des raisons politiques, a dû se déplacer en Indonésie. Donc, on va parler de l'Indonésie aujourd'hui. Et en Indonésie, donc voilà, ils ont plusieurs manufactures qui produisent tout ce que vous connaissez de Nike, des chaussures, des vêtements, etc., tous les accessoires. Et toutes les usines Nike sont donc en dehors des États-Unis à cette époque-là. À partir de donc 1991, on commence à entendre donc il y a une enquête qui est faite sur place sur les conditions de vie de certains employés qui se plaignent en fait tout simplement de leurs conditions. Il y a des soupçons aussi de travail d'enfants, ce qui pèse sur les manufactures Nike en Indonésie. Et très vite, aux États-Unis, ça s'emballe très très rapidement, enfin ça s'emballe, façon de parler, il y a beaucoup de manifestations. Donc, il y a une attention qui se porte dans ces années-là sur Nike qui est importante et il commence à y avoir une répercussion sur les ventes. Donc, quand on tape dans le porte-monnaie, ça fait toujours beaucoup plus mal que quand on parle d'autre chose. Pas le cas. Donc, à partir de 1998, on a une réaction publique de Nike qui dit voilà, en fait, on va prendre 5 mesures. Donc, déjà, mea culpa. C'est déjà énorme. Donc, je vous ai mis le screenshot de la vidéo où il dit qu'en gros, ce qu'on a fait, c'est pas bien. Et ça, c'est malgré tout courageux de la part d'un responsable d'une marque aussi importante de dire ça. Donc, il l'a fait très tard, mais il l'a fait. On va dire ça comme ça. Et à l'époque, c'est quand même pas mal, surtout vu ce qui va venir après. Donc, il dit voilà, mea culpa, ce qu'on a fait, c'était pas bien. Et on va prendre acte en établissant donc, telle et telle mesure. Donc, il y avait des problèmes de tout. Il y avait des problèmes, comme je vous ai dit, de travail des enfants. Mais il y avait aussi des problèmes dans les conditions de travail, donc l'air qui était pollué, les matériaux qui étaient utilisés, qui étaient complètement toxiques, et les employés qui n'avaient pas du tout de protection pour ça, etc. Donc, tout ce qu'il y a de pire dans une manufacture à l'autre bout du monde que vous pouvez imaginer, voilà, c'est exactement l'image qui se réalisait à ce moment-là. Donc, Nike dit voilà, on va arrêter tout ça et on va prendre des mesures pour chaque point qui nous a été reproché. Et non seulement donc ils ont fini par assouplir en fait, enfin ils ont clôturé le débat en quelque sorte en faisant cette annonce-là. En fait, ils ont compris qu'il y avait un problème de transparence entre ce qui se passait sur place et la direction, le siège social aux États-Unis. Donc, ils se sont dit, on va prendre les devants, on va faire une carte interactive. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver encore sur Internet aujourd'hui. Carte interactive de toutes nos manufactures dans le monde qui produisent avec le type de produit qui est usiné sur place. Je crois qu'il y a d'autres statistiques, la parité homme-femme, il me semble, je ne sais plus très bien. Et voilà, vous avez un certain nombre d'informations qui, avant, maintenant, c'est peut-être banal en fait d'avoir ça, mais il faut se remettre dans le contexte d'avant où le secret industriel est très, très précieux. Et cette idée de transparence, elle n'est pas aussi évidente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, bah voilà, on va collaborer entre entreprises, on va faire de l'open innovation, on va avoir des startups qui vont venir, qui vont travailler. Ce n'était pas aussi évident à l'époque, parce qu'il y a vraiment une idée de se dire que bah, non, je ne vais pas m'ouvrir parce qu'on va me voler mes secrets de fabrication, on va me doubler, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans un autre paradigme, encore une fois, une autre manière de penser le monde. En tout cas, on se dirige vers. Et donc voilà, il a pour la première fois, une grande entreprise publie ouvertement, publiquement, gratuitement,
sa carte de ses manufactures dans le monde entier. Donc, vous pouvez taper Nike Sustainability Map et vous trouverez. Et vous pouvez voilà, naviguer sur tout le monde entier et voir que voilà, aux États-Unis ou je sais pas où, en Inde, je sais pas quoi, dans telle ville, ils produisent ça, et ben ça vient de là, etc. Donc ça a fait un précédent, comme je disais, parce que tous les concurrents de Nike se sont dit ah, il faut qu'on fasse la même chose. Donc Adidas, Puma, Timberland, maintenant vous trouverez beaucoup de marques, alors pas forcément que de chaussures, de sportswear, mais beaucoup de marques qui font la publication de leur chaîne logistique, au moins une partie, sur Internet, accessible au grand public. Voilà donc pourquoi le cas Nike est intéressant, parce que d'une position de faiblesse, ils sont arrivés à quelque chose de finalement, ils se sont imposés comme leader sur cette pratique-là. Je ne dis pas que Nike est aujourd'hui exempt de tout défaut, etc. Mais sur cette fenêtre de temps, ils ont réalisé quelque chose qui est assez intéressant, que ce soit au point de vue de la communication ou bien au point de vue objectif du développement durable, parce qu'ils ont permis en fait d'améliorer non seulement les conditions de vie sur place, pardon, mais je vais boire un petit peu d'eau, j'ai la voix cassée. Donc ils ont non seulement permis l'amélioration des conditions de vie sur place, mais en plus ils se sont positionnés comme, avec cette pratique-là en particulier, je ne commande pas toute la politique RSE de Nike, comme leader dans un début de transparence et une bonne pratique, en tout cas, dans ce domaine-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas en particulier? C'est très clair. Ok, très bien, Marie. Super. Tout est ok. Merci. Merci, les filles. Là, je continue alors, s'il n'y a pas d'objection. Et donc, pour aller plus loin encore, parler des entreprises, donc je vous ai cité ici quelques exemples. Alors, encore une fois, c'est des entreprises qui ont des pratiques exemplaires. Je n'ai pas connaissance de la politique interne, de la réelle intention derrière, etc. Donc, de ce qui est perceptible d'un point de vue du consommateur. Il y a des, même si on va fouiller un petit peu plus loin dans les documents industriels, on voit des choses intéressantes. Après, voilà, de ce que je sais, c'est ça. Patagonia, c'est une marque de vêtements, donc à la base, c'est des fanas de montagne c'est un peu comme les produits Carhartt et Timberland, etc. C'est des produits techniques qui sont devenus maintenant ouverts au grand public. Donc, c'est une entreprise qui est exemplaire en matière de RSE, donc dans la production, dans l'acheminement, dans toute la chaîne logistique, ils sont vraiment top. Body Shop, vous connaissez. Toms, c'est les petites sandales d'été. Alors, je ne sais pas s'il faut quelque chose, peut-être des baskets maintenant. Mais l'idée de base, tu achètes une chaussure Toms et on en offre une à quelqu'un dans tel pays. C'était ça le credo de base, donc c'est pour ça que c'est écrit One for One. Au revoir Sarah. Et Nature et Découverte, donc vous connaissez leurs produits. J'ai vu quelqu'un qui était fan de Veja, Marie. Et Ikea, un exemple intéressant. Alors Ikea, on ne se dit pas forcément que c'est une marque ultra durable, etc. Mais ce qui est intéressant et pourquoi je les ai mis là, c'est parce qu'ils ont une démarche qui est très intéressante. Ils sont en train de changer leur business model vers quelque chose de circulaire. Donc Ikea, c'est le mastodonte de l'ameublement. Ils n'ont aucun concurrent sur le même segment qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ont des concurrents au niveau national, au niveau régional ou continental à la limite, mais il n'y a personne comme Ikea qui domine le monde en quelque sorte sur l'ameublement au kit. Donc ils sont seuls sur leur credo et ils sont en train de complètement changer leur business model et c'est assez courageux parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises qui sont cotées en bourse, par exemple, sont obligées d'émettre ce qu'on appelle des rapports extra-financiers. Donc, c'est des rapports qui parlent de leur impact et de leur politique RSE, en gros. Donc, elles ont une obligation légale. Celles qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui sont quand même grosses, elles ont toutes compris le virage RSE et elles sont en train de développer des départements, elles ont des responsables RSE, etc. Donc, elles sont dedans, mais c'est jamais complètement corrélé avec la stratégie business conventionnelle de l'entreprise. C'est toujours quelque chose d'à part, en parallèle. Donc, on fait notre business, mais à part, on a un département RSE qui est parfois un peu perçu comme quelque chose de mythique dans le reste de l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant avec IKEA, c'est qu'ils sont en train de complètement fusionner
leur stratégie RSE avec leur stratégie conventionnelle. Donc, ça va impliquer des changements de comportement chez les consommateurs. Ils vont devoir assurer qu'ils puissent retourner, par exemple, un lit à moindre frais et pouvoir le réparer, pouvoir récupérer des pièces d'un autre endroit et pouvoir le réparer et pouvoir éviter de le jeter. Donc, ils vont développer des stratégies logistiques qui sont assez importantes à leur échelle. Donc, c'est pour ça que je l'ai cité dans ce slide-là. C'est assez colossal, je dirais, et assez courageux de leur part. Donc, vous pouvez regarder, d'ailleurs, c'est super intéressant de regarder les rapports RSE des entreprises comme ça. Vous tapez IKEA Sustainability et vous allez avoir donc les 3 dominantes de leur stratégie RSE. Lush, alors moi je ne suis pas trop fan de Lush. Ce qui est intéressant chez Lush, c'est leur capacité à produire des produits zéro déchet. Donc ça c'est top. Dans la composition, il y a débat. Voilà. Donc c'est terminé là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est OK encore une fois. Tout est OK. Okay. Comment intégrer les ODD? Donc, je m'adresse là à des femmes d'affaires, des entrepreneurs avec un E à la fin. Donc, ça peut vous intéresser de savoir comment est-ce qu'on passe à l'action. Donc, avant ça, je vais cliquer pour vous parce que vous ne pouvez pas cliquer sur votre écran et ouvrir le truc. Donc, on va faire un petit jeu. Donc, c'est assez rapide. Si vous pouvez vous munir d'un stylo, est-ce que c'est un stylo ou une feuille, c'est bien. Donc, je vais cliquer pour vous. Et c'est très, très simple. Donc, l'idée, c'est de distribuer 100 points entre les 17 phrases que vous avez dans le tableau. De donner des points entre 1 et 100. Je vous laisse faire en sorte que ça tombe pile sur 100 à la fin. Sur les éléments qui vous touchent le plus en tant que chef d'entreprise. Donc, ça peut être tout à fait corrélé avec vos valeurs personnelles, et je pense que c'est le cas. Et voilà, l'idée, c'est d'établir une forme de priorité dans tous ces objectifs-là. Voilà, donc en fait, les phrases, vous aurez compris, donc c'est les 17 objectifs. Et l'idée de les avoir comme ça de manière plus simple, c'est de les avoir, d'être neutre en fait par rapport aux couleurs et aux icônes qui pourraient nous influencer. Voilà. Le lien fonctionne bien, on m'a dit, donc ça c'est bon. Donc après, une fois que vous aurez fini, gardez les résultats bien au chaud pour vous. On ne va pas les commenter, sauf si vous avez vraiment des questions, des dilemmes importants à résoudre, on peut le faire ensemble. Mais voilà, l'idée, c'est juste pour vous de travailler sur cette question-là rapidement, avec un exercice assez simple. Donc, je vous laisse 5 minutes. Bon. Ok, j'ai pas de réaction. Alors, j'enchaîne. Alors, pourquoi on a fait cet exercice-là? Déjà, c'est une manière de découvrir par soi-même les ODD et de se poser et de réfléchir. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Après, une autre des raisons, c'est aussi que quand on essaie d'intégrer les ODD dans sa stratégie business, il y a une manière de faire en quelque sorte. Donc ce plan-là, qui est illustré en face de vous, c'est, on va dire, le plan archétype qui est fourni par le Global Compact des Nations Unies. Donc c'est un appel des Nations Unies à toutes les entreprises pour rejoindre le mouvement d'intégration des ODD dans leur stratégie, etc. Je vous mettrai les références à la fin. Et c'est voilà, le plan qu'ils proposent, donc que les Nations Unies proposent, pour définir la manière de faire. Donc ça commence par le bloc 1, à gauche, avec la compréhension des ODD. Donc c'est ce qu'on a démarré ici aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fait cet exercice-là, qu'on a pris le temps de le faire. Donc compréhension des ODD, c'est super important parce qu'il faut tout simplement savoir de quoi on parle. Donc que sont les ODD? Compréhension de l'intérêt économique. Les ODD, responsabilité de base des entreprises. La deuxième étape, pardon, la définition des priorités. Donc c'est pour ça que le jeu est, j'appelle ça un jeu. Le jeu est intéressant parce que ça vous permet d'émettre des lignes en fait de priorité. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et d'ailleurs, c'est pas recommandé de tout vouloir faire. Il y a des entreprises comme ça, des grands groupes encore une fois. Genre, je crois que c'est Zara ou H&M, je ne sais plus, qui annoncent s'attaquer aux 17 objectifs en même temps. Alors, il y a un petit peu anguille sous roche. C'est bien de vouloir faire, mais vouloir trop en faire, ça peut paraître suspect. Donc,
ne prétend pas pouvoir sauver le monde, mais au moins faire sa part. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait comme pseudo colibri. Donc c'est un petit peu la métaphore du colibri voilà, qui fait sa part avec la meilleure des intentions et la meilleure approche, on va dire, le plus sincèrement possible. Donc c'est ce qui est le plus important plutôt que mieux vaut faire intégrer dans sa stratégie un ou deux ODD de manière très pertinente et on sait que ça aura un impact, etc. Plutôt que d'essayer de tout vouloir faire et de s'attaquer à tous les fronts, c'est pas forcément possible ni pertinent. C'est pas parce qu'on s'appelle Zara qu'on peut prétendre pouvoir s'intéresser à tous les sujets. Donc voilà, définition des priorités, c'est aussi important pour savoir où on va. Donc cartographier la chaîne de valeur, sélectionner des indicateurs et faire de la collecte de données et définir des priorités. Le 3, troisième étape, donc définition des objectifs. Une fois qu'on a des priorités, pour chaque priorité, on définit des objectifs et on essaie d'avoir des indicateurs tangibles comme ce qu'on appelle ICP en français ou des KPI, des indicateurs clés de performance. Définition d'une référence et sélection du type d'objectif, fixation du niveau d'ambition. Et la phase 4, intégration. Donc les 3 premières phases, on va dire que c'est la manière d'intellectualiser un petit peu l'approche. Et la phase 4, c'est plus concret, donc intégration par l'ancrage des objectifs, DD, donc développement durable dans l'activité, intégration à vos ICP, indicateurs clés de performance, montage de partenariat et reporting et communication, parce que quand on ajoute quelque chose à sa stratégie, qu'on est en train d'un peu changer son identité, pas forcément de manière radicale, mais quand on apporte des éléments novateurs ou de performance, c'est toujours bien de pouvoir communiquer dessus. Donc il y a une manière de faire, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est une entreprise, quand on aborde le changement, c'est bien de le communiquer, de dire voilà, on sait qu'on n'est pas parfait, mais suite à certaines observations de consommateurs, eh bien, on se rend compte que sur ces aspects-là, on pourrait s'améliorer et on a envie de le faire et suivez-nous, grâce à vous, on pourra... voilà, ce genre de message-là, c'est un petit peu... Je vais vite, mais communiquer le changement, c'est important. Et reporting, donc c'est l'idée d'émettre des rapports réguliers sur toute l'évolution de votre activité, de votre changement. Alors, qu'on soit bien clair, alors juste avant, la phase 5, soit elle peut être itérée, et du coup, on va directement au step 2. Donc, on fait 2, 3, 4, 5, et on retourne au 2 si on a un nouvel objectif du développement durable qu'on veut intégrer. Soit, si on veut améliorer la boucle, soit on veut intégrer un nouvel objectif, et dans ce cas-là, on va directement dans la phase 1. On retourne à la phase 1. Donc, voilà. Donc, je disais, que les choses soient bien claires, ça, c'est un plan des Nations Unies qui cible principalement les grands groupes. Donc, ça paraît compliqué, en fait, quand on le voit comme ça. J'ai essayé de le rendre un petit peu funky, un petit peu digérable, mais ça reste quand même assez compliqué. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, et c'est forcément de l'argent investi là-dedans. Donc, vous pouvez tout à fait vous amuser à le faire, il n'y a pas de souci. Mais je vous ai prévu, donc le slide d'après, une version plus allégée. Mais parce qu'en fait, la logique, elle est cohérente. Le fait de partir d'un niveau d'intellectualisation, donc on absorbe la matière, voilà, qu'est-ce que les ODD, quelles sont les priorités, les objectifs, ça c'est cohérent. Après, dans le détail, c'est pas forcément accessible à tout le monde. La suite. Alors, donc ça c'est pour vous. Pour commencer, dès la fin de ce webinaire, si vous avez envie d'entreprendre des choses dans une démarche RSE, ce qui est important, c'est voilà, de savoir de quoi on parle, donc définir les ODD pertinents, c'est un petit peu ce qu'on a fait juste avant. Donc on n'a pas revu ensemble les résultats de votre réflexion, mais c'est vraiment la première pierre, je dirais. Donc de bien comprendre de quoi il s'agit et que tout n'est pas pertinent pour vous. Je pense par exemple à l'ODD sur le changement climatique. Ça, c'est un qui peut intéresser beaucoup. Mais si vous êtes dans une démarche de prestation de service, par exemple, peut-être que ce n'est pas le plus saillant, celui qui va ressortir le plus. Si vous êtes par contre dans une démarche d'écotourisme, par exemple, ou vous lancez une entreprise de tourisme, ça peut être intéressant de réfléchir là-dessus.
Mais pour une prestation de service basique, type conseil, c'est pas celui qui parle le plus. Donc voilà, définir les ODD pertinents, c'est le plus important. C'est la première pierre. Établir des objectifs généraux. Alors, se poser et se dire pourquoi on fait ça au final. Quelle est la motivation derrière? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à quelqu'un ou est-ce que c'est vraiment une démarche sincère? Et vous comprenez que enfin, tous les enjeux, c'est-à-dire que c'est pas juste une question d'image. Vous n'allez pas juste mettre sur vos réseaux sociaux, ben voilà, on a tel et tel ODD, on est super pour le monde et on est les meilleurs. Il y a vraiment derrière, il doit y avoir une vraie démarche structurée, stratégique. Donc ça peut être lié à votre image parce que vous percevez en fait que vos consommateurs, votre communauté, elle est un peu sceptique quant à vos actions. Donc vous avez envie de donner un coup de fouet, on va dire, à votre image, mais en évitant le greenwashing. Donc c'est pour ça que je parle toujours d'intégration sincère et stratégique. Vous avez envie d'améliorer vos produits, d'améliorer votre performance. Vous avez envie d'innover. Et les ODD sont pas mal pour ça, parce que ça vous crée un cadre un peu contraignant qui vous oblige à réfléchir à des questions clés avec très peu de moyens, très peu de ressources, donc qui sont susceptibles de créer de l'innovation. Voilà, donc on peut répondre à ces questions-là. Quelles sont vos ambitions? Comment vous projetez-vous dans 5 ans? Pourquoi engager votre entreprise dans les ODD? La troisième phase, à votre niveau, je pense que c'est ce qui est le plus important et ce qui fait que le projet réussira ou non, c'est de savoir qui va s'en charger. Parce qu'on n'a pas forcément une équipe avec soi, on n'a pas forcément les moyens non plus de passer trop de temps dessus, parce qu'il y a des choses, et je le comprends tout à fait, qui sont plus prioritaires, par exemple prospecter des clients. Donc voilà, savoir qui va se charger du projet, ça fait partie des questions à se poser. Établir un calendrier, donc ça c'est une étape toute simple de n'importe quelle gestion de projet, voilà. Et définir un plan de communication, comme je vous disais, parce que même si ce que vous croyez faire est minime, ça peut avoir un impact positif sur votre communauté. Quand je parle de communauté, c'est vraiment ceux à qui, vos users, vos utilisateurs, ceux à qui vous vous adressez quotidiennement. Il faut savoir aussi qu'il y a peut-être des choses que vous faites déjà qui sont complètement dans le cadre des ODD, mais qui n'apparaissaient pas à vos yeux comme telles. Il y a des entreprises qui, alors j'avais une liste des participants, il me semblait qu'il y avait une entreprise parmi vous, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, qui faisait des kits de lessive. Alors ça, intrinsèquement, il y a de l'ODD dedans. Parce que c'est de la réduction de déchets, parce que c'est des produits plus naturels, donc on préserve la santé des consommateurs, etc. Donc il y a déjà des choses qui sont intrinsèquement disponibles, je dirais, et qu'il faut remodeler, recommuniquer. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un plan de communication. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc ça, c'est un petit peu ma version allégée du programme d'avant. Il faut savoir que dans toute cette histoire, rien n'est absolu et tout est customisable. Ce que je vous disais au tout début, les ODD ne sont ni parfaits ni exhaustifs. Donc il ne faut pas avoir peur de s'en saisir et pas de les remodeler, mais de les absorber à sa manière. En fait. On peut définir un plan qui est déjà carré, déjà complètement conventionné par les Nations Unies, comme je vous ai montré juste avant. Mais on peut aussi essayer de s'adapter et de se dire, bah voilà, ça c'est pas pour moi, et moi j'ai envie de le traduire en quelque chose de différent, et je vais l'adapter autrement. Et ce sera tout à fait pareil, comme je vous ai dit, c'est pas une contrainte légale, il n'y a pas de cadre d'application. Mais au final, le résultat, il sera tout autant positif pour l'entreprise et pour le business parce que vous aurez réussi à le communiquer. C'est aussi ça. La communication du changement, elle est ultra, ultra importante, même si elle vient qu'en 5 dans le processus. Est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien? Donc ça, c'est tout est clair, pas de questions. Très bien. Donc voilà, ça c'est le takeaway, on va dire, de ce webinaire. Si vous avez envie par la suite donc d'avoir quelque chose clé en main, je dirais. Juste un instant, je rallume mon ordinateur. Hop. Si vous avez besoin de démarrer quelque chose, donc vous aurez le slide et vous pourrez vous poser avec ce plan-là et vous dire voilà, je commence par ça, ou cette étape-là, elle ne me correspond pas vraiment, je ne vois pas comment, par contre, je peux faire autre chose, etc. Inspiré du plan d'avant ou pas. Encore une fois, on est libre de faire ses choix. Donc on arrive vers la fin et vers les recommandations et les outils. Donc, au-delà du petit plan que je vous ai prévu juste avant,
Des outils à mettre en place qui sont, j'ai envie de dire, un peu cruciaux. C'est pas très beau ce mot, mais c'est comme ça que je le dis. Le Sustainable Business Model Canva. Donc, vous avez sûrement un business model déjà que vous avez travaillé, retravaillé, retravaillé. Et il y a des versions spécifiquement pour une démarche RSE. Donc, c'est trouvable sur Internet en 2 clics. Vous pouvez vous poser avec des personnes. As-tu un modèle que tu recommandes? Alors, j'en ai un, je ne l'ai pas prévu là, hein, que moi j'avais utilisé. Après, il faut tester. Il faut voir un petit peu ce qui est plus ou moins, selon votre structure, c'est plus ou moins adapté. Moi, j'en ai utilisé un, je pourrais vous le communiquer par la suite. Voilà. Donc, GPMP5, c'est un modèle qui vous permet d'avoir comment dire, un aperçu, une vue d'ensemble de votre entreprise, de votre chaîne logistique, de votre chaîne de valeur. Et vous pouvez cocher des cases, dire voilà, dans cette catégorie-là, on est bon. Dans cette autre catégorie-là, c'est moins bien. Il y a aussi d'autres modèles qui sont intéressants que je pourrais vous communiquer, que j'ai oublié de noter là. C'est un modèle de maturité dans l'adaptation d'une démarche RSE. Est-ce que notre entreprise, elle est mature? Est-ce qu'elle est exemplaire? Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle essaie juste de pallier au plus pressé? Donc, ça vous permet de vous positionner sur ce modèle-là. J'ai oublié de le mettre, ça peut être intéressant par la suite que je vous l'envoie. Une cartographie de vos parties prenantes, internes et externes. Alors, les parties prenantes, ce sont toutes les entités, je dirais, qui affectent votre entreprise et qui sont affectées par votre entreprise. Donc, typiquement, si vous avez des employés, ce sont vos employés, des associés, en interne, voilà, employés, associés, des prestataires de services, si vous déléguez quelque chose, de la com, du graphisme à un freelance ou pas, ça fait partie de vos parties prenantes. Externes, ce sont vos consommateurs, ce sont les personnes qui produisent le produit, si vous avez un produit que vous vendez. Voilà, donc essayez de faire une carte, si vous ne l'avez pas déjà fait, de tous ceux avec qui vous interagissez. Ça peut être intéressant parce qu'on doit être en collaboration. C'est un des maîtres, c'est de se dire qu'on va changer, mais en collaboration avec tous ceux qui affectent notre business, qui sont affectés. Typiquement, quand on réfléchit à des parties prenantes, il y en a, je vous ai parlé d'entité, c'est pas pour rien que je vous ai dit ce mot-là, parce que quand on est par exemple un apiculteur, une de nos parties prenantes, ce sont les abeilles. Il faut penser aux abeilles quand on est dans une démarche ODD, dans une démarche de durabilité de notre business. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est un peu peut-être bête de le dire comme ça, que les abeilles sont des parties prenantes, mais c'est la réalité, c'est vraiment, elles rentrent dans la définition de parties prenantes. Donc pensez à la nature, quelle partie de la nature est-ce que vous exploitez pour réaliser votre business. Analyse de matérialité, alors ça c'est un outil un petit peu plus poussé. Alors j'ai mis que ce n'était pas forcément applicable à toutes les entreprises parce qu'il faut un certain historique. Une analyse de matérialité, ça vous permet en fait, c'est une fenêtre sur votre activité, donc qui inclut vos parties prenantes à un instant T. Et vous pouvez vous dire, grâce à l'analyse de matérialité, ce qui est le plus intéressant pour vous et ce qui est le plus intéressant pour vos parties prenantes. Je sais que c'est un petit peu théorique comme ça, mais c'est des choses qui sont ultra accessibles, ultra simples à trouver en ligne. Et si vous voulez, on pourra rediscuter de ça par la suite. Je peux vous montrer après des modèles éventuellement. L'analyse de matérialité, c'est en fait essayer de trouver un point où l'intérêt de vos parties prenantes et votre intérêt à vous en tant que business, en tant qu'émetteur de votre stratégie, se rejoignent. Et ça, ce seront les éléments, les priorités sur lesquels vous allez devoir travailler. Donc c'est un outil qui est souvent utilisé pour les grands groupes, encore une fois, mais qui est tout à fait saisissable pour des plus petites structures. Et je trouve que c'est super intéressant comme démarche, parce que c'est beaucoup de questions, beaucoup d'interviews, de brainstorming à faire avec toutes vos parties prenantes que vous aurez identifiées par avance. Donc c'est un exercice qui, même si le résultat n'est pas forcément celui auquel vous vous attendiez, parce qu'il ne faut pas avoir peur aussi de se remettre en question et de pouvoir
parfois déchanté, parce que vous vous dites, bah voilà, on était fort sur ce point-là, mais en fait, tous nos outils, toutes nos méthodes, elles montrent que non, et qu'il va falloir refaire et repartir à zéro peut-être ou pas, donc pas avoir peur de se remettre en question. L'analyse de matérialité, elle permet ça. Mais encore une fois, il faut un certain historique de vie, quoi. Il faut, si vous avez 3 ans d'existence, c'est bien. Si vous venez de vous créer, c'est pas applicable. En gros, c'est ça. Analyse SWOT. Donc, SWOT, c'est les forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre business. Donc, ça, c'est un outil assez conventionnel pour développer une stratégie. Et c'est quelque chose qui est, selon moi, indispensable si vous voulez aller plus loin et réfléchir une stratégie RSE. Il faut des outils pour réfléchir une stratégie tout court. Voilà. Recommandations de lecture. Donc ça, c'est un petit peu les références que j'ai citées dans ce webinaire. Donc, pas le premier. Le premier, c'est Better Business, Better World. Alors, c'est en anglais, mais je pense que vous pourrez vous en sortir. C'est un rapport qui est ultra intéressant avec beaucoup de chiffres. Il y a des versions, il y a un sommaire exécutif, un résumé exécutif, je ne sais pas comment vous dire, qui vous permet d'avoir un aperçu. Alors, c'est super utile au moins de parcourir au moins une fois. Donc, c'est un rapport qui est émis par les Nations Unies aussi, mais qui est travaillé uniquement dans la loupe business. Donc, ça veut dire que ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce que l'application des ODD est utile pour les entreprises, selon les Nations Unies, avec chiffres à l'appui. Donc, c'est, on va dire, le développement plus théorique de ce que vous venez d'écouter ici avec ce webinaire. Les Global Goals, donc ce sont les objectifs du développement durable. Report Business Commission, alors je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est le site. Et sur le site, vous allez trouver le rapport. Ici. Voilà, c'est ça. De rien. Global Goals et UN Global Compact. Donc, on parlait de ça tout à l'heure quand on parlait du plan. C'est des ressources, donc des sites internet dans lesquels vous allez trouver des rapports qui sont incontournables quand on parle d'ODD, parce qu'ils sont issus des Nations Unies, mais pas que pour ça, parce qu'aussi il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Il y a des cas pratiques, il y a des chiffres, il y a de l'actualité. Donc si vous faites une veille ODD, c'est super intéressant d'inclure ces sites-là dans votre veille. Très bon livre à lire, Cradle to Cradle, ouais. C'est le livre fondateur sur la circularité, tout à fait. Très bonne référence, merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos références. Donc, ce livre-là, il est super connu parce que c'est ça qui a, qui a mis le pied à l'étrier de toute cette vague de circularité. Donc, je ne sais plus de quand il date, mais il n'est pas très récent. Mais c'est comment dire, la pierre angulaire de la circularité. Stratégie nationale pour le développement durable. Donc, on parle de la France. Je vous invite à regarder, à gloser un petit peu autour du site du ministre de l'écologie et de la transition. Il y a pas mal de choses en fait. Il faut savoir que la France, elle n'est pas si mauvaise que ça en développement durable. Il y a tous les ans un index ODD qui est publié par les Nations Unies. Et il me semble qu'en 2019, la France était 4e ou quelque chose comme ça. Donc les premiers pays, c'est toujours le Danemark, la Suède, Finlande, enfin les pays du nord de l'Europe. Et la France, il me semble qu'elle est 4e. Donc cet index ODD, il reprend en fait en détail tous les ODD. Et il indique s'il y a une progression, une diminution, ou bien si c'est stagnant, ou si on n'a pas d'informations. Et il donne une note, en quelque sorte, au pays. Et comme ça, vous pouvez comparer les pays. Donc ça s'appelle SDG Index. Donc je pense que c'est disponible en français. Mais même en anglais, c'est accessible parce qu'il y a beaucoup de visuels. Voilà. C'est ça, SDG Index. Donc stratégie nationale pour le développement durable, c'est-à-dire juste voir ce qui se fait au niveau même de la municipalité de Paris. Il y a des choses intéressantes qui se font. Enfin, si vous êtes à Paris ou bien si vous êtes dans une autre ville, c'est bien d'être un petit peu curieux et de voir ce qui se fait dans votre municipalité, dans votre circonscription, etc. S'il y a des choses qui se font au niveau local ou si peut-être votre entreprise peut s'inscrire dans cette dynamique-là. Au niveau national, il y a pas mal de choses. Donc sur le site du ministère de l'écologie, alors de la transition écologique et solidaire, pardon. Et vous avez un onglet
objectifs de développement durable. Mon ordinateur est un petit peu lent, donc on ne va pas compter sur lui. À quoi c'est ça? Enfin bon, bref, voilà, ça développe. Et vous avez donc un rappel de ce que sont les ODD et ce que fait la France. La RSE, concrètement, c'est l'application du développement durable aux entreprises. Ça, c'est la réponse la plus simple que je peux faire. Les ODD, c'est beaucoup plus global. Donc, ça ne s'attache pas que aux entreprises, comme j'ai mentionné avant. C'est vraiment n'importe quelle organisation. Donc, quand je dis organisation, c'est le premier sens du terme, c'est-à-dire à partir de 2 personnes qui agissent pour un but précis, c'est une organisation. Donc, ça peut être une entreprise, comme on parle maintenant, une municipalité. D'ailleurs, une des premières villes à avoir adopté les objectifs du développement durable, c'est la ville de Malmö en Suède. Paris aussi a des objectifs du développement durable. Là, de tête, je n'en connais pas plus. Et voilà, ça peut être des municipalités, ça peut être des associations, peu importe votre statut. Si vous êtes en train de valider un projet, enfin de produire quelque chose avec un but précis, en association avec une autre personne ou plusieurs autres personnes, vous pouvez vous saisir des ODD. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plus large, parce que ce n'est pas uniquement une visée stratégique et business.